Salut! Alors, aujourd'hui, on va approfondir ce fameux sujet concernant les réunions. Je t'avais promis qu'on reviendrait sur le sujet et je voudrais qu'on approfondisse déjà un sujet qui est la fameuse réunion de décision. Alors, si tu ne l'as pas entendu précédemment, cherche la vidéo qui parle des différents types de réunions parce que la communication, ça passe aussi en réunion et il faut pouvoir être efficace en réunion. Et pour moi, une réunion doit se faire avec un minimum de structure, de manière à ce qu'elle puisse avoir quelque part un résultat qui est celui que tu attends, quel que soit le type de décision. Réfère-toi à la vidéo, je t'explique 3 types de décision. Donc ici, on va approfondir un des 3 types, qui est le fameux type de réunion qui s'appelle réunion de décision. Je vais y arriver. Alors, dans un cas comme la réunion de décision, il y a donc un but à atteindre. Décision signifie que par rapport à une information qui est fournie durant la réunion, il est attendu que des conclusions soient tirées des échanges qu'il y aura durant la réunion et qu'au final, ces conclusions mènent à la suite à donner à ce qui a été présenté. Alors ça veut dire peut-être que c'est une décision par rapport à une situation et il faut faire un choix. Ça peut être les pas à poser par rapport à la mise en place d'un nouveau projet. Ça peut être quelles sont les prochaines étapes à poser par rapport à un projet qui est en développement ou qui est en cours d'exécution. Ça peut se situer à plein de niveaux. Mais sache que simplement tu dois te rendre compte que ce type de décision va engendrer une attente par rapport aux participants qui est différente de si tu fais venir des gens pour simplement leur donner des informations. À ce moment-là, tu attends éventuellement qu'ils écoutent et qu'ils enregistrent l'info, mais tu n'attends pas nécessairement d'interaction avec eux. Tandis que dans une réunion avec prise de décision, il est fort probable que tu vas devoir demander à chacun de participer à cette réunion. Alors, je vais t'expliquer une méthodologie que moi j'emploie depuis plusieurs années. C'est une méthodologie qui est vraiment inspirée du principe de co-construction et de collaboration et qui a déjà fait ses preuves à de multiples niveaux, que ce soit lorsque l'on crée quelque chose, lorsque l'on accompagne un processus, ou éventuellement lorsqu'on doit faire des choix par rapport à différentes solutions qui s'offrent à nous. Alors, cette structure, nous on l'appelle le challenge session, donc c'est une session de défi. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme ça? Simplement parce que le défi, quelque part, c'est sans doute de pouvoir arriver à ce qu'au terme de la réunion, qui a un temps limité, il y ait des solutions qui se présentent, des décisions qui soient prises. Ce type de réunion a une structure extrêmement stricte et c'est celle-là que je vais t'expliquer maintenant. Alors, la structure de base est la suivante. Début de réunion, c'est la présentation. Il y a une personne qui est en charge, ou 2 personnes, ça peut varier, mais il faut savoir que le temps est limité, donc il ne faut pas être 10 à devoir faire des présentations. Si on est 10 à présenter un projet, on délègue 1 ou 2 personnes pour que ce soit plus efficace. Donc tu as une personne, on va se baser là-dessus, qui présente le sujet, qui doit être transmis à tous les participants de la réunion. Cette présentation, tu dois essayer de t'arranger pour qu'elle ne dure pas plus de 15 minutes. Ah oui, détail important, dans la perspective que je te présente maintenant, la réunion dure 1h30. Donc ça c'est important. Ce type de réunion peut bien sûr durer plus longtemps, mais je t'expliquerai pourquoi on peut éventuellement les rallonger. Sinon, calque-toi sur cette solution d'1h30 parce que tu vas vite te rendre compte en fait que c'est un temps tout à fait correct. 15 minutes de présentation. Après ces 15 minutes de présentation, tu dois ouvrir la possibilité à tous les participants de faire ce qu'on appelle de poser ce qu'on appelle des questions de clarification. Alors, c'est une terminologie que j'ai déjà utilisée dans une autre vidéo. Je voudrais être très clair par rapport à ça. Une question de clarification, c'est une question que l'on pose parce qu'on n'a pas compris quelque chose qui a été expliqué lors de la présentation
Et pour pouvoir être capable d'interagir plus tard pendant cette réunion, on a besoin d'être certain d'avoir bien compris. Alors, la question de clarification, elle est à tous les niveaux. Ça peut être un concept qui n'a pas été expliqué suffisamment clairement. Et ici, j'introduis quelque chose qui est important. Ne commence pas à t'inquiéter de savoir ce que tes collègues vont dire. Chaque collègue, de par ses compétences au sein de la société, va avoir la capacité de mieux ou moins bien comprendre un sujet ou un autre. Donc, si toi, dans ta position, il y a un concept que tu ne connais pas, tu as peut-être besoin de demander une clarification. Voir éventuellement si tu as, ça m'est déjà arrivé, des abréviations qui apparaissent dans la présentation. Mais j'arrive toujours pas à comprendre à quoi elle fait référence. Parce que j'ai pas l'habitude de voir cette abréviation et que j'ai besoin de savoir à quoi elle fait référence. Il n'y a pas de sotte question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes les questions de clarification qui sont posées vont aider l'ensemble du groupe à vraiment pouvoir approfondir sa compréhension du sujet et sera bénéfique pour tout le monde. Donc, ces questions de clarification, c'est littéralement poser une question et attendre que la personne qui a fait la présentation te donne une réponse. Point à la ligne. Il n'y a pas d'intervention d'un collègue qui en saurait soi-disant plus sur le sujet. Il n'y a pas de commentaire qui soit fait par quiconque et il faut être très strict durant cette période pour que ce soit le cas. Poser une question ne veut pas dire faire un commentaire sur le contenu de la question ou la réponse que tu obtiens. C'est hors de question. C'est tu poses ta question, tu obtiens ta réponse, tu valides la réponse ou tu demandes encore une deuxième clarification s'il reste un élément qui n'est pas clair et c'est tout. Alors, c'est clair que dans notre structure, on s'assure qu'il y ait quelqu'un qui joue un peu au gendarme, qui ait cette capacité de pouvoir détecter quand on sort de la vraie question de clarification et qu'on passe dans le commentaire ou l'avis à donner. À ce moment-là, on fait taire la personne en lui demandant « Retiens-toi, c'est pour tout à l'heure, mais c'est pas pour maintenant. » Donc, quand cette phase de question de clarification, qui dépendant de la quantité d'informations qui a été présentée, peut durer entre 10 et 15 minutes environ, on passe alors dans ce qu'on appelle la partie observation et recommandation. Alors, la partie des observations et recommandations demande que tout le monde qui est présent à la réunion participe. Le principe, c'est que chaque personne qui est là puisse faire une observation par rapport à la présentation, par rapport aux informations qui ont été transmises, peut-être des observations sur des contenus qui sont manquants, parce que même dans les questions de clarification, il y a encore un vague, un espace qui n'est pas clair par rapport à une information. Ça peut être un commentaire positif, négatif, tu as aussi le droit de pouvoir le faire éventuellement dans certains cas. Ça peut être l'implication d'autres personnes, ça peut être à n'importe quel niveau. Et dans ce cas-ci, on demande des recommandations. Dans la mesure où tu es en capacité, j'ai bien dit en capacité, de pouvoir faire des recommandations, à ce moment-là, tu les structures. Chaque recommandation doit être individuelle. Si tu as plusieurs recommandations à faire, c'est recommandation 1, 2, 3, observation, même chose. Donc il y a vraiment une structure dans la manière dont tu vas communiquer tes informations. Maintenant, il est clair que dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas toujours avoir les personnes qui vont aller beaucoup plus vite, qui vont commencer à donner des observations et des recommandations, et les autres qui éventuellement vont rester plutôt en retrait, d'abord parce que tu as peut-être des personnes qui sont moins extraverties, donc qui ont moins de facilité à s'exprimer devant des groupes, qui sont un peu plus timides, et donc ces personnes-là vont plutôt attendre la fin pour donner leur avis. À partir du moment où une série de gens, parce que vous êtes peut-être 10 par exemple dans la réunion, a déjà exprimé une série d'observations et de recommandations, il est possible qu'à la fin, les dernières personnes qui interviennent soient plutôt en train de dire « je soutiens l'observation de un tel », l'observation de un tel, et je cautionne et je soutiens la recommandation X, Y, Z qui ont été émises par telle personne, telle personne, telle personne. Pourquoi ? Simplement parce que c'est mieux de faire un truc comme ça que de répéter la même chose sur une nouvelle observation, une nouvelle recommandation. On l'a déjà entendu. Donc, au lieu de perdre du temps à répéter quelque chose qui a déjà été dit, il est alors préférable que tu cautionnes quelque chose qui a déjà été proposé. Cette partie-là
vraiment très important, il faut absolument que tu trouves un moyen pour pouvoir l'enregistrer. Alors, on va vous imaginer 2 cas de figure qui sont ceux auxquels tu es confronté probablement depuis plus d'1 an. Admettons que cette réunion se fasse en ligne. La plupart du temps, dans le système que tu utilises pour la visioconférence, tu as un chat. Donc, tu as la possibilité de pouvoir noter des choses dedans. La méthodologie que nous, on emploie, c'est de demander à chacun qui va participer d'écrire ses observations et ses recommandations dans le chat. Ça permet à tout le monde de les lire et de pouvoir éventuellement s'en inspirer. 2, nous avons dans chaque réunion ce qu'on appelle un analyste. Et l'analyste, en fait, est la personne qui va éventuellement faire le monitoring du temps et qui va rappeler attention, on arrive à la fin de la présentation, attention, on arrive à la fin des questions de clarification, y compris des observations et recommandations, et qui va vraiment rappeler à tout le monde pendant la réunion, attention, on est bientôt en fin de cette partie, on va devoir passer à la partie suivante. Et l'analyste a une deuxième fonction essentielle qui est de collecter les réponses qui sont données dans un rapport, de manière à ce qu'il y ait une trace de cette réunion et qu'il y ait une trace de ces observations, de ces recommandations, parce qu'elles sont extrêmement importantes. Alors, si tu demandes à tout le monde de l'écrire dans le chat, ce que tu fais, c'est que tu permets, à l'analyste de faire un copier-coller dans un document, ça c'est déjà une première chose, et deuxièmement, tu peux aussi, dans certains cas, dans la plupart des cas, je pense pour la plupart des softwares, tu peux aussi enregistrer l'entièreté de ce qui a été écrit dans le chat pendant la réunion sur un document que tu conserves. Mais nous, on a vraiment la méthodologie de faire un copier-coller dans un document, comme ça on peut le mettre en page de façon très lisible, et en plus on peut faire circuler ça assez facilement auprès de tous les collègues. Donc, ça, c'est la solution online. Si tu n'es pas online, si tu es en présentiel, dans une salle, et que vous êtes en réunion tous ensemble, il faut que tu trouves une autre méthodologie. Alors, bien sûr, à l'heure actuelle, tu peux partager des documents et que tout le monde aille écrire ses recommandations et ses observations dans un document qui est partagé. C'est une solution. Pardon pour le bruit. Maintenant, d'un autre côté, ce qui est aussi possible, c'est que au lieu de pouvoir faire une chose comme celle-là, tu te retrouves avec la solution comme avoir des post-it qui vont être collés sur un mur, avoir un système informatique qui te permet effectivement d'avoir ces espèces de post-it qui peuvent être remis sur un espèce de grand tableau informatique. Parce qu'il y a plein de méthodologies qui existent. Donc je ne vais pas chercher la méthodologie, sois inventif, trouve-toi des solutions. La seule chose, c'est que pour pouvoir permettre à toutes les personnes de participer à cette phase d'observation et de recommandation, tu devras à un certain moment leur donner le temps de les écrire, de pouvoir y réfléchir un instant. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne 3 minutes, la plupart du temps, 2-3 minutes, de manière à ce que les premiers puissent commencer à poster, parce que nous, on est en virtuel constamment, parce que quand tu travailles avec des personnes qui ne sont pas dans les mêmes pays, il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est assez simple, tout le monde poste dans le chat. Et à partir du moment où on a déjà 3-4 personnes qui ont commencé à poster leurs observations et leurs recommandations, ce qu'on fait, c'est que le premier qui poste va lire ses observations et ses recommandations, de manière à ce qu'il puisse éventuellement faire un petit commentaire supplémentaire, mais le moins possible, parce que c'est ce qui fait déborder le temps, et qu'éventuellement quelqu'un puisse poser une question de clarification à cette personne qui vient de faire des suggestions. Donc, pendant que les premiers commencent à lire leurs observations et leurs recommandations, les derniers terminent. Les tout derniers clôturent éventuellement en disant « j'ai rien d'autre à ajouter, mais je soutiens telles observations et telles recommandations ». C'est la phase qui est la plus longue en fait dans la réunion, qui peut durer 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, ça va vraiment dépendre de l'importance de ce que tu dois collecter comme feedback de leur part et du nombre de participants dans la réunion. Et on va clôturer la réunion avec la dernière phase qui va durer 5 à 10 minutes maximum et qui s'appelle les découvertes clés et les décisions SMART. Alors, de nouveau, c'est une référence à une méthodologie de définition de décision, S-M-A-R-T. Je ne vais pas t'expliquer ce que c'est dans la vidéo, mais je vais essayer de te trouver un lien en français pour t'expliquer ce que sont les décisions SMART, parce que c'est vraiment un outil extrêmement intelligent et qui peut aussi être très utile si tu n'en as jamais entendu parler. Alors,
c'est la phase où en fait la personne qui a fait la présentation, ou les personnes qui ont fait la présentation, vont en fait donner un avis et extraire de ce qui a été dit dans les observations et les recommandations les éléments clés qui leur ont été quelque part révélés en essayant d'écouter un petit peu tout ce que les autres ont à dire. Ça peut être très utile parce que ça les aide effectivement à voir un petit peu des tendances qui peuvent se développer, surtout quand on fait des développements de projets ou qu'on est en cours de processus. Et une fois que ces éléments clés ont été extraits, je dirais, de l'information échangée, tu peux aussi avoir une phase, mais qui n'est jamais obligatoire, qui est les fameuses décisions SMART, où les personnes responsables du projet vont s'engager par rapport aux participants qui sont là, de progresser ou d'acter ou de faire quelque chose. Alors nous, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on précise qui prend la décision, qui va exécuter la décision. Il faut qu'elle soit écrite d'une manière bien spécifique, et là, il faut que tu ailles voir ce que c'est qu'une décision SMART, et il faut qu'il y ait un délai de temps. Parce que c'est comme ça aussi qu'on fait avancer les histoires. Donc ce que je viens de t'expliquer, ça prend 1h30 dans un groupe qui peut être de 6 personnes, 8 personnes, 10 personnes. On l'a même fait avec beaucoup plus à 30. Donc il y a vraiment moyen de le faire. La seule chose, c'est que si tu fais ça pour 1h30, avec 30 personnes, tout le monde ne fera pas d'observation et de recommandation. Il y a ceux qui resteront passifs parce qu'ils sont plus là en tant qu'observateurs qu'en tant que vrais participants. Et ce n'est pas nécessairement la solution la plus efficace pour un groupe aussi grand. En fait, dans un monde idéal, ce genre de session se fait à 12 personnes maximum. 12-15 max. 15, c'est déjà un peu limite. Alors, je disais que ça peut s'élargir, c'est-à-dire que ça peut être un tout petit peu plus long, parce que récemment j'ai utilisé cette méthodologie, mais j'avais besoin d'ouvrir un espace de dialogue, parce que moi j'avais besoin vraiment, après avoir fait la présentation, de collecter des informations, tout en n'étant pas certaine dans quelle direction elles allaient aller. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on ajoute un espace qui se situera entre les questions de clarification et les observations et recommandations, qui est l'espace de dialogue, avec la possibilité d'introduire 1 ou 2 questions pour ouvrir la discussion par rapport aux participants qui sont présents, mais qui va vraiment permettre un échange d'informations. Et au terme de cette période, qui est souvent une période d'une vingtaine de minutes, nous on a fait ça sur 30 minutes parce qu'on en avait besoin, et bien à ce moment-là, on revient sur l'observation et les recommandations. Et ce que tu vas souvent observer dans ce cas-là, c'est que observation-recommandation sera plus court, parce que comme ils auront déjà pu s'exprimer de façon plus ouverte dans un simple échange pendant la période qui précède, eh bien les observations et les recommandations se focaliseront la plupart du temps sur les éléments qui doivent vraiment être considérés comme indispensables pour le rapport ou pour la suite du projet. Et donc, ça te donne alors à ce moment-là une réunion qui va plutôt durer 2 heures de temps. Et donc voilà, ça c'est vraiment une méthodologie. Elle fonctionne. Alors moi je rajoute à ça, pour que tu saches tout, nous on a un document standard. Dans ce document standard qui est géré par l'analyste, on a tous les noms des participants, on a la personne qui fait le rôle d'analyste, éventuellement on a un facilitateur qui va vraiment coordonner le meeting, s'assurer que tout le monde est bien là, faire le contrôle du temps pour que l'analyste ne doive pas le faire, ce qui permet à l'analyste éventuellement de noter quelques informations quand il y a les questions de clarification. Mais nous, la plupart du temps, on ne prend pas de notes à ce moment-là. Je terminerai ceci, parce que la vidéo devient quand même vachement longue, simplement en te rappelant 2 choses. Et il y a 2 vidéos dans lesquelles je parle de ce genre de choses, dont une qui s'appelle la participation des introvertis dans les brainstorming. Je voudrais que tu comprennes bien que dans ce type de participation, il est parfois nécessaire de permettre aux introvertis qui n'ont pas autant d'aisance à s'exprimer en public, si tu as la possibilité de leur fournir déjà le sujet de la discussion qu'il y aura durant cette réunion, voire éventuellement un outil qu'ils peuvent déjà consulter. Ça peut par exemple être la présentation PowerPoint que tu vas faire qui contient les informations pour la présentation qui va être faite durant la réunion. Deuxième élément que je veux attirer à ton attention,
c'est la différence entre les auditifs et les visuels. Si tu prends un auditif, que tu le mets dans une réunion et qu'il n'y a pas de support visuel, il n'y a aucun problème. Cette personne va assimiler l'information parce que son cerveau est absolument habitué à capter un maximum d'informations juste en l'écoutant. Si tu prends un visuel et que tu lui demandes de faire le même effort, tu vas avoir des décrochages et tu vas avoir beaucoup plus de difficultés. Ces personnes ne vont pas capter autant d'informations. À la limite, ils vont peut-être louper une série d'informations parce que voilà, ils ont un mécanisme qui est différent. Il y en a qui dessinent pendant ce genre de choses pour avoir des espèces de visuels, de captation. Mais en fait, pour les visuels, il est souvent conseillé d'avoir un support visuel à leur fournir. C'est comme ça que les présentations PowerPoint sont fort utilisées. Alors, ne te prends pas au jeu parce que je dis PowerPoint, ça peut être une autre marque. Mais tout le monde sait à quoi je fais référence quand je dis ça. Et s'il te plaît, tu ne fais pas de phrases sur ton PowerPoint. Tu n'écris pas des longues phrases. Pourquoi? Parce qu'un visuel va faire un truc, et la plupart de l'audience, quel que soit d'ailleurs son type d'approche, il va aller lire la phrase qui est sur le PowerPoint plutôt que d'écouter l'explication que tu es en train de donner. Alors, s'il te plaît, apprends à faire des PowerPoint avec des mots-clés, avec des schémas, avec des outils visuels qui vont éveiller l'attention, mais pas pour lire la présentation que tu vas faire devant tout le monde. C'est un truc que beaucoup trop de gens font parce qu'ils ne savent pas comment faire des présentations, mais n'oublie pas ce petit élément. Si tu veux continuer à garder ton audience bien concentrée pendant ta présentation, donne-leur des outils visuels pour capter l'information, mais pas pour la remplacer en la lisant. Voilà un max d'informations sur ce type de réunion de décision. N'hésite jamais à me poser des questions supplémentaires ou à prendre contact si tu voulais encore plus d'explications. Et si tu n'as jamais utilisé cet outil, je te promets qu'il est vraiment très utile. Il y a vraiment moyen de le mettre en place. Moi, je le donne à beaucoup de personnes autour de moi qui, quand je leur explique, trouvent ça vachement intéressant, qui l'utilisent avec moi et qui sont toujours très positivement surpris des résultats qu'on peut avoir avec cet outil. Donc voilà. Bon amusement, bonne communication et à la prochaine fois. Salut!